je passe maintenant la parole à Alim Benabid, qui est, comme vous le savez tous, le pionnier de la stimulation cérébrale profonde dans le traitement des troubles moteurs de la maladie de Parkinson. Et en fait, la question posée à Ben est la suivante. On a vu tout au long de cette journée, on a mis l'accent sur la trace, sur comment le sujet se construit, comment la temporalité est longue, aussi bien dans la construction que dans le travail psychothérapeutique pour remettre en jeu ces traces. Et Ben a fait une série d'observations qui, en fait, par une intervention rapide, vont modifier radicalement l'humeur, en tout cas, et même intervenir sur des comportements complexes comme les troubles obsessifs compulsifs. Donc, il y a là une sorte de paradoxe dans la temporalité, quelque chose de très long qui se construit, qui se modifie, et puis des interventions très, très rapides qui posent question. C'est peut-être un peu provocateur de le présenter aujourd'hui, mais en fait, je crois qu'on est contraint, et avec plaisir, d'être rendu attentif à ce type d'observation. Et en fait, on avait choisi comme titre du Parkinson à l'humeur, le chemin questionnant du neurochirurgien, mais Ben préfère du Parkinson à l'humeur, l'odyssée du neurochirurgien. Alors, allons-y, Ben. Merci. Merci Pierre de m'avoir invité dans ce lieu prestigieux. Je ne peux m'empêcher de me souvenir que c'est grâce à Jacques Glowinski, sur son incitation forte, j'allais dire son injonction quand même pas, que je suis allé passer une année à San Diego avec Floyd Bloom et que j'y ai rencontré justement Pierre Magistrati et Michel Lemoal. Et avec Pierre, on avait déjà commencé à trouver qu'effectivement les choses étaient trop simples par rapport à ce qu'on avait l'impression qu'elles pouvaient être du point de vue médical. Et je suis content que 28 ans après, c'est pas encore une amitié de 30 ans, donc elle dure, nous nous retrouvions un peu dans les circonstances équivalentes. Je suis également très, très ému d'être là et très, très impressionné. Je me demande d'ailleurs si j'ai bien fait, il y a quelques mois, d'accepter cette invitation, parce que je crois que je vais toucher à des points innocemment qui, je dirais, non pas ne me concernent pas, mais dans lesquels je suis peu compétent. Donc, n'oubliez à aucun moment que parmi mes différentes fonctions passées, j'étais neurochirurgien et que c'est bien connu que nous avons un entendement limité. Ce qui fait d'ailleurs que that's the reason why I apologize for our friend, English-speaking friends, that I did not understand clearly the commitment to create my slides in English. So, but you will see, as I am a neurosurgeon, as I said, they will be quite easy to understand, mainly pictures, and I can make any comment at any time. Oui, j'ai demandé quand même l'autorisation de dernière minute de changer ça en termes d'odyssée du neurochirurgien, parce qu'une odyssée, c'est une croisière, c'est pas une croisière, c'est quelque chose sur la mer où on est parti sans très bien savoir ce qu'on va trouver, on cherche un peu les chimères, et en cours de route, on entend des sirènes, on rencontre des écueils, on observe des phénomènes. Et là, on se questionne, on se pose des questions et auxquelles on essaie de répondre. Et puis ensuite, comme toujours, on essaie à partir de ça de se faire une philosophie de la vie. Alors, la motricité, je dirais que Marc Jeanneraud, il y a de nombreuses années, j'avais lu son livre « Le cerveau-machine » qui était sous-titré « La physiologie de la volonté ». Je crois que je l'avais d'ailleurs acheté surtout pour le sous-titre et j'avais été étonné de voir qu'en fait, c'était une physiologie de la motricité. Alors maintenant, je le comprends, j'ai peut-être été un peu réductionniste et je m'en excuse, mais c'est vrai que la motricité est la voie finale commune de la pensée à travers le comportement. Et par exemple, avec les visages, c'est bien connu qu'on peut exprimer des tas neuropsychologiques, neurocognitifs. Avec la main, on peut donner une gifle, on peut faire une caresse, on peut faire un signe d'adieu, puis on parle
des mouvements d'humeur. Donc, des mouvements d'humeur, c'est finalement tout à fait le titre que l'on m'avait demandé aujourd'hui. Alors, ces mouvements, cette motricité, elle est sous le contrôle du ganglion de la base, c'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Il est dominé par un neurotransmetteur, la dopamine, qui régule deux voies antagonistes, je schématise à l'ultra, GABA et glutamatergique. Alors, il y a des schémas qui ont été savamment conçus, qui, comme tous les schémas, sont faux, mais qui ont l'avantage d'être très didactiques et de permettre de suivre des raisonnements, de tester certaines hypothèses. Au centre de ce schéma se trouve la dopamine qui naît de cette substance noire. Elle se projette sur le striatum où se trouvent deux types de récepteurs dopaminergiques qui ont des façons opposées de répondre, ce qui donne lieu à deux voies, une dite directe, GABAergique, l'autre indirecte, passant par le noyau subthalamique, qui vont venir, le noyau subthalamique étant excitateur, venir en fait exercer deux actions antagonistes dont on pense que, est-ce qu'on peut appeler ça une homéostasie ou une allostasie, je n'oserais pas me mouiller, sur ces structures de sortie des ganglions de la base que sont le pallidum et la substance noire reticulata, qui vont se projeter sur le thalamus, sur un mode inhibiteur, et lequel va lui-même se projeter sur le cortex. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on devient parkinsonien? Eh bien, on perd ces cellules, et toutes ces cellules qui portent beaucoup de mélanine disparaissent. On voit cette stature qui est celle de Richer, en même temps qu'on voit la statue faite par Richer, qui n'avait rien à voir, qui se trouve à l'Académie de médecine, et qui décrit très bien ce trouble de la posture, ce ralentissement des mouvements, plus qu'une absence de mouvement, le terme de bradykinésie est peut-être meilleur que la kinésie, et le tremblement qui est le plus spectaculaire, mais comme disent les neurologues et souvent les malades, c'est pas ça qui est le plus gênant. Donc, la disparition, on va le voir, de ceci, entraîne une désorganisation fonctionnelle de ce système, et du fait de la réduction extrêmement importante de la dopamine, on va avoir un déséquilibre que j'ai figuré par des épaisseurs variables de ces flèches, qui aboutissent sur les ganglions de sortie au fait que l'influence inhibitrice GABAergique est très réduite, l'influence excitatrice venant du STN, du noyau subthalamique, est très augmentée, ce qui fait que la sortie est très inhibitrice. Encore une fois, c'est très schématique, mais les neurochirurgiens comprennent ça. Et sur le thalamus, on a également une forte inhibition de sa sortie. Alors, ça a quoi comme conséquence quand on nous demande d'aller y faire un certain nombre de choses? C'est que si on descend un certain nombre d'électrodes, vous voyez ici 5 microélectrodes qui sont descendues en direction du noyau sous-thalamique, qui se trouve juste au-dessus de la substance noire reticulata, au fur et à mesure que l'on descend, on va quitter la partie antérieure du thalamus, passer par une lame de substance blanche, et puis rentrer dans différentes parties du noyau subthalamique où on trouve des activités qui sont à la fois burstées et à fréquence augmentée, puis ensuite on va arriver dans la substance noire reticulata dont le tracé ici, souvenez-vous-en, est très simple à retenir et permet de savoir qu'on est sorti du noyau sous-thalamique. Alors, d'après le schéma, qui peut être discuté et discutable, on doit observer, c'est ce qu'on observe, une activité dans le noyau sous-thalamique et dans le pallidum. Ici, comme on n'a pas traversé le pallidum, on ne la voit pas, mais c'est la même chose. Ce qui entraîne une inactivation profonde du thalamus et du cortex, que l'on donc rend responsable du comportement, du tableau parkinsonien, qui est de ce malade dont la motricité est réduite, ralentie, gêné par ailleurs par une rigidité, ce qui d'ailleurs souvent est un des éléments de disparition tardive du tremblement, puisque à ces stades avancés, le tremblement est rarement dominant. Alors il faut y rajouter l'intégration sensorimotrice. Je ne vais pas m'amuser à développer des modèles qui ont été analysés beaucoup plus précisément et savamment que moi ce matin, mais pour dire simplement que l'intégration sensorielle va ne pas être indifférente, elle va compliquer ce système et elle va moduler le comportement moteur. Et les parkinsoniens le savent très bien, puisque finalement, toute inquiétude ou toute sensation
périphérique nociceptive, la douleur par exemple, va entraîner une majoration des symptômes et va aggraver le système. Alors, on connaît d'autres systèmes, je crois qu'ici même ça a été étudié dans cette maison, où chez des rongeurs de la pampa, il y a des voies de projection qui, partant de la rétine, ont des collatérales qui vont aller se projeter sur la substance noire compacta, donc le système dopaminergique, et quand ces animaux voient l'ombre du prédateur, qui est donc capté par la rétine, grâce au système de la verticalité du regard aussi représenté par la tubercule quadrigium antérieure. Ceci entraîne une dépression profonde de l'activité dopaminergique de la substance noire compacta et l'animal s'arrête. Alors il s'arrête, moi j'ai tendance à penser qu'il devient, c'est un freezing pseudo-parkinsonien qui lui permet de croire pendant un moment que l'épervier ne l'a pas vu et le laissera donc tranquille. Donc, c'est pour dire aussi que cette intégration-là, elle apparaît déjà dans des phénomènes complexes qui vont être à la fois visibles en pathologie et en physiologie et en comportement. La douleur est un élément qui est encore plus classiquement partie de cette intégration sensorimotrice. Et quand j'étais justement au SALC et puis ensuite dans mon laboratoire, on a montré que la bénula latérale reçoit des informations nociceptives pratiquement comme le noyau centre médian parafasciculaire, même type d'activité neuronale, et il a une projection, comme on le verra, et qui est connue, sur la substance noire compacta, et qui est responsable aussi, pense-t-on, du fait que dans certains modes douloureux, le passage de ces voies nociceptives, de ces informations nociceptives par la bénula participe à l'hypodopaminergie, si vous me permettez de dire comme ceci. Le noyau CMPF, au contraire, centre médian parafasciculaire, qui reçoit aussi des informations nociceptives, se projette sur un mode excitateur sur le noyau subthalamique et va majorer l'hyperactivité du noyau subthalamique, ce qui permet de penser aussi que c'est un mode c'est une explication du fait que les afférences nociceptives ont des effets majorants du syndrome dopaminergique, du syndrome parkinsonien. Alors, si on intègre ça, voilà, la périphérie par le faisceau spinothalamique va projeter sur CMPF et sur la bénula, en même temps que par la voie lemniscale. Le noyau VPL va projeter sur le cortex, et on avait montré, quand j'étais chez Floyd Bloom, qu'il a une activité inhibitrice sur le CMPF. La douleur va, par CMPF, comme je l'ai dit, exciter STN, exciter GPI, tout ceci entraînant une majoration de la voie inhibitrice et ce qu'on va appeler un comportement de freezing, ou tout au moins une majoration de la kinésie, de la même façon que la bénula, en majorant ce qui reste d'activité dopaminergique, peut également être une voie de favorisation, de majoration de ce symptôme parkinsonien en réponse à une information nociceptive périphérique. Si on détruit ou si on fait une stimulation haute fréquence le noyau CMPF, on observe par l'inhibition des voies que je vous ai décrites une amélioration de ce freezing et également, dans certains cas, quand il y en a, une disparition des dyskinésies lévodopa induites. Donc il y a une certaine cohérence qui donne une certaine valeur à cette intégration sensorielle à laquelle on pense en général pas beaucoup. Donc une maladie, par exemple le Parkinson, crée des symptômes, par exemple tremblement, la kinésie, la rigidité, et le traitement vise à supprimer ces symptômes. Alors, soit en compensant des déficits chimiques, c'est ce qu'on fait en donnant des pilules, la dopa, ou en faisant des greffes, dont il faut dire pour le moment qu'elles en sont quand même au stade expérimental et qu'on ne peut pas les inscrire dans l'éventail des possibilités à offrir à des malades, ou inhiber des noyaux, des structures que je viens de vous montrer, soit par la stimulation haute fréquence, qui, je vais vous le dire, équivaut à une lésion, même si on n'a toujours pas compris pourquoi 21 ans après. Donc on avait avant la possibilité de faire des thalamotomies, c'est-à-dire un petit trou quelque part, le problème était d'être au bon endroit, parce que si on était au bon endroit, ça marchait longtemps, si on n'était pas au bon endroit, ça ne marchait pas longtemps, avec des effets secondaires qui duraient longtemps. Donc on a par hasard, comme vous le verrez, trouvé une autre façon de faire qui consiste à mettre des électrodes dans les mêmes structures qu'on détruisait, et si on stimule à haute fréquence, par un miracle qui, comme tous les miracles, sont difficiles à expliquer, eh bien ça marche. Alors comment on a trouvé ça? Eh bien par hasard,
c'était la chance, mais je crois aussi la sérendipité, difficile à traduire en français, où au cours d'un traitement pour un tremblement essentiel, je devais faire une thalamotomie. Voilà un moyen simple d'enregistrer le tremblement, voilà un moyen compliqué par l'accélérométrie. Et quand on met en marche un stimulateur, qui était fait à l'époque essentiellement pour m'assurer que je n'étais pas au mauvais endroit, eh bien, on voit le tremblement s'arrêter, ce qu'on voit ici, et quand on s'arrête parce qu'on croit qu'on a entraîné une contraction, tétanisation, on s'excuse, et on voit le tremblement réapparaître. Ce qui est l'élément important et que je veux volontiers rattacher à mon séjour en Californie, où on m'avait appris à travailler correctement sur le plan électrophysiologique, eh bien, c'est le fait que ce qui est important dans toute cette affaire, c'est la fréquence. Tout le monde a stimulé toutes les structures cérébrales, même chez l'homme, mais en général, rarement au-dessus de 100 Hertz, pour la bonne raison, ce qui était mon cas ce jour-là, que le stimulateur que j'avais avait par chance un stimulateur qui allait à 100 Hertz, mais qui n'allait que à 100 Hertz. Or, à partir de 100 Hertz, jusqu'à à peu près 2 à 3 000 Hertz, on a un plateau pendant lequel, pour des effets très faibles, des amplitudes très faibles, on obtient cet effet et de manière réversible. Alors au début, on avait cru, pour concilier l'enseignement qui dit que la stimulation excite, puis le fait qu'en stimulant encore plus vite, on avait l'effet obtenu par une lésion qui d'habitude n'existe pas. L'hypothèse que j'avais émise à ce moment-là, c'était celle d'un brouillage, d'un jamming, qui d'ailleurs n'est pas totalement éliminé de la course. Alors quel est le présent pour la stimulation à haute fréquence? C'est donc ça, la stimulation à haute fréquence. Je vous l'ai montré dans le thalamus ici, où on l'avait vu, et puis on va surtout parler de noyau STN. Ça marche à haute fréquence. C'est appliqué à l'ensemble des mouvements anormaux, du tremblement essentiel, Parkinson, aux dystonies, et ce sont des techniques validées. Et il y a beaucoup d'autres applications qui sont en cours de validation, je n'en citerai quelques-unes. Quels sont les avantages de la stimulation à haute fréquence? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire compliqué en apparence? C'est réversible, c'est quand même important. C'est adaptable, on peut choisir le voltage plus facile que la taille de la lésion. Et de ce fait, c'est une très faible morbidité, ce qui permet d'ailleurs d'opérer les malades bilatéralement dans une session, alors qu'on ne le faisait pas avant. Alors j'ai dit qu'on ne sait pas comment ça marche, on ne sait, commence à avoir des idées, en fait on commence à en avoir trop, et on ne sait plus tout à fait, et j'ai un peu tendance à penser, moi, que c'est un ensemble de tout ça, mais on peut quand même dire que globalement, un modèle doit coller à la réalité, et qu'est-ce qui se passe quand on fait la simulation de fréquence? Eh bien on fait quelque chose qu'on va appeler, si vous en convenez aujourd'hui, une inhibition fonctionnelle. Le système ne fonctionne plus exactement de la même façon que si on l'avait détruit, à ceci près que c'est temporaire. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. On a des classes de symptômes qui vont être améliorées dans différentes cibles. Alors, par exemple, ici, un malade qui avait un tremblement mixte, un parkinsonien, Young onset Parkinsonian patient, qui a donc un tremblement prédominant. Voilà mon ami et collègue Pierre Pollack, neurologue, avec qui on a toujours travaillé et fait tout ça, lui donne un aimant qui permet d'activer le stimulateur. Vous voyez que les choses sont quasi immédiates. Il va faire toute une série de tests, il va répondre aux explorations habituelles que l'on fait dans ces cas-là, il va réécrire, et si on avait le temps, on pourrait arrêter son stimulateur et voir que tout revient à la même chose. Alors, par contre, dans le noyau sous-thalamique, on a toute la triade symptomatique qui est améliorée, c'est-à-dire le tremblement, la kinésie, la rigidité. Vous voyez ce malade, c'est Patricia Mouzin maintenant qui est à Queen Square, qui n'est pas encore opéré, il est sans dopamine, il est sur la pointe des pieds parce qu'il a une dystonie de la phase off, il a une allure épouvantable parce qu'un parkinsonien se brosser les dents, se raser et tout, c'est pas si simple. Et le voilà 3 mois après, sans traitement, stimulé bilatéralement, avec une disparition de cette lenteur, que normalement il ferait comme ça, on l'a même pas vu se lever, il va marcher normalement, il va nous faire un pas de valse pour montrer que sa motricité s'est fortement améliorée. Également, des malades qui sont, comme ce malade, en période dite de dystonie off, il est sans traitement, ils ont parfois des postures anormales, souvent d'ailleurs douloureuses, on met en marche le stimulateur, ça s'améliore, comme d'ailleurs ça s'améliorerait s'il prenait
de la dopa, il va se gratter le nez, il se réinstalle sur sa chaise, toute petite chose banale qui manque terriblement aux parkinsoniens à cause justement de leur rigidité et de leur akinésie. Puis si méchamment on interrompt le stimulateur en vous promettant qu'on ne lui a pas demandé de faire semblant, eh bien vous voyez la récupération quasi instantanée de ce symptôme qu'est la dystonie off. Alors, on peut avoir également des symptômes qui sont traités différemment dans la même cible. Voilà un enfant, un jeune adolescent, qui a une dystonie liée à une altération du gène DYT1. Vous voyez qu'il a des mouvements en plus, c'est une dystonie mobile en plus, qu'il ne peut pas contrôler. Il a des déformations orthopédiques qui l'empêcheraient d'ailleurs de marcher correctement. Et le voilà 1 an après, une stimulation continue bilatérale du pallidum. Je ne vais pas vous dire qu'il est sans traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement médical de cet état-là. Et maintenant, c'est un étudiant bruxellois qui va très bien. Alors, dans la même cible, le pallidum, on va retrouver un parkinsonien qui, cette fois-ci, a des dyskinésies lévodopa induites. C'est la complication à long terme du traitement médical substitutif, qui est un traitement merveilleux, mais qui, dans 5 à 10% des cas, au bout de 5 à 10 ans, donne ce genre de choses. Je dirais que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de neurochirurgie fonctionnelle. Et quand Arvid Carlsson me dit « je vais avoir un 2e prix Nobel parce que je vais trouver la levodopa sans dyskinésie », je veux bien le croire. Pour le moment, c'est pas fait, donc on est toujours là en train d'opérer ces malades. Donc vous voyez que ça fait disparaître un autre symptôme. On est dans la même cible, on fait la même chose. Et cette fois-ci, on peut améliorer des symptômes similaires dans plusieurs types de cibles et qui sont dus à des mécanismes différents. Bon, vous avez vu, vous le reverrez, on ne le fera pas bouger, un malade qui avait ces dyskinésies induites. Ça, c'est un malade parkinsonien avant l'intervention qui avait de très importantes dyskinésies. Là, il est sans traitement, donc il est akinétique, il a un tremblement du pied d'ailleurs. Vous voyez les marionnettes à la vitesse à laquelle ça va. Et puis, on va lui donner de la dopa et on va voir, là, il marche un peu comme Aldo Macione, et puis tout à l'heure, ça va être très différent. Et ça a été le premier malade qu'on a opéré, non pas dans GPI, ce qui aurait été logique, vous voyez à quel point c'est important. Et bizarrement, les malades préfèrent être souvent comme ça que autrement, parce que finalement, là au moins, ils bougent. Et on peut pratiquement se servir d'un clavier. Voilà, après l'intervention, 3 mois, sans médicaments, stimulés, donc il n'y a pas des dyskinésies. Je vous montrerai par contre des dyskinésies induites par stimulation de STN. Et pourquoi on l'a opéré? Parce qu'on savait, pourquoi on l'a opéré dans STN et pas dans GPI? Parce qu'on savait que du fait de l'amélioration considérable du symptôme akinétorigine, on pouvait baisser de façon considérable les médicaments et que les dyskinésies étant des complications des médicaments, on avait une diminution des dyskinésies qui est de l'ordre de 70% en termes de disconfort, etc. Donc ça n'est pas véritablement un effet direct, c'est un effet indirect parce qu'on améliore le malade qui n'a plus besoin de traitement, ce qui n'est pas le cas dans le pallidum, où on continue à leur donner traitement, parce que l'amélioration n'est pas aussi importante, mais le pallidum, lui, est un antidyskinétique primaire, et donc, finalement, il permet de compenser les effets secondaires. Donc là, c'est à nouveau le malade de tout à l'heure, on ne va pas le réactiver. Je voulais simplement vous montrer ici que les dyskinésies induites chez ce genre de malade, si on les fait à intervalles réguliers sous la forme d'un dopa challenge, on leur donne une forte dose et on regarde quelle est l'importance de leur dyskinésie, on voit que ça diminue dans le temps. Eh bien, il ne faut pas croire qu'en faisant ceci, on traite les malades. On n'est pas, et actuellement, la stimulation cérébrale dans toutes les cibles n'a pas de prétention, ni de réputation, ni de preuve de traiter les maladies, elle compense les symptômes. Et là, pourquoi on a cette amélioration? Eh bien, parce que du fait quand même des diminutions de doses de médicaments qui sont permises, même ici si ça marche moins bien, eh bien, le système qui avait créé ces dyskinésies, c'est-à-dire cette action pulsatile et brutale des augmentations, des modifications de concentration sanguine et cérébrale au niveau des récepteurs striataux, s'étale et, en quelque sorte, ça permet aux récepteurs dopaminergiques de reprendre, si j'ose dire, une meilleure situation. C'est un peu comme quand vous avez une irritation sur la peau. Si vous continuez à vous gratter, ça devient de pire en pire. Si on vous attache la main,
eh bien, au bout de quelques temps, ça finit quand même par s'améliorer parce qu'on a cessé de maintenir ce processus pathogène. Quel est le mécanisme? Je ne pense pas qu'il y en ait un seul. C'est probablement une fonction complexe de différents mécanismes qui peuvent être soit inhibiteurs, soit excitateurs, soit peut-être tout simplement différents, et avec des coefficients qui signifient quelle est l'importance relative des uns ou des autres. Quoi qu'on puisse proposer comme mécanisme explicateur, il faut tenir compte de la fréquence qui doit être inclus là-dedans, puisque ça ne marche qu'à haute fréquence, et également, il est clair que c'est réversible, donc ce n'est pas une lésion à long terme, ni même à très court terme, que l'on crée. Alors, je vous passe ce schéma qui signifie qu'on ne sait pas ce qui se passe, et ces systèmes donc contrôlent non seulement la motricité élémentaire, comme on l'a vu, mais également la motricité d'expression comportementale. Donc, ce malade, qu'est-ce qu'il a? Il a des mouvements, mais c'est en fait des dyskinésies comme celui que vous avez vu. Ce même malade, vu quelques années après, on voulait regarder l'effet de l'apomorphine, de l'analoxone sur ces dyskinésies, et on l'a donc stimulé, et on a monté la stimulation pour obtenir les dyskinésies que vous venez de voir, puis on voulait voir si l'analoxone allait inhiber ça. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. C'est que ce malade s'est mis à rire, à avoir un fou rire, vraiment. Il s'est même mis, pour ça qu'on me voit sur cette vidéo, en train de faire des commentaires déplacés qui avaient quelque chose à voir avec Cyrano de Bergerac et mon nez. Et en même temps, il manifestait très clairement une joie et une désinhibition complète. Paul Crack, qui est un neurologue d'origine germanique extrêmement strict, qui rit relativement rarement, a fini par rire, et à ce moment-là, il va le pointer du doigt et il dit « Ah, Crack a craqué !» Donc un calembour typiquement hippomane, et puis vous allez voir que là, il perd toute notion de la réalité. Et le problème est que quand on a arrêté la stimulation, ça s'est immédiatement arrêté, il s'est excusé en disant « Écoutez, vous savez très bien que ce que je pensais de votre nez, c'était pas vrai. » Reste à voir. Mais ce qui a été important, c'est qu'il a dit « Mais j'ai quand même passé un bon moment. » Donc c'était un comportement totalement intégré qui allait jusqu'au corrélat neurocognitif ou cognitif, ou je ne sais pas comment les appeler, de cela. Alors, tout ceci fait, on va le redire, que ça ressemble beaucoup à une augmentation importante de l'activité dopaminergique, mais en fait, on ne crée pas, ça on le sait par le PET scan et le raclopride, on ne déplace pas le raclopride par la stimulation, donc on ne crée pas de libération de dopamine, donc par contre on interfère avec des systèmes dopaminergiques. Pour aller assez vite vers l'important de cet aspect, c'est qu'on acquiert ainsi, vous allez voir pourquoi, la notion qu'on ne manipule pas des centres, mais qu'on manipule des réseaux. Vous me direz qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'il n'y a pas un centre, il y a des réseaux pour pratiquement l'ensemble des phénomènes. Ce qui fait que dans le noyau sous-thalamique ou dans d'autres, se croisent des voies qu'on va dire vectrices des fonctions dopaminergiques, mais pas toutes, et qui vont se projeter vers diverses régions. Ce qui fait que quand on inhibe STN, dont on a vu tout à l'heure qu'il était hyperactif, je fais comme si je donnais de la dopamine, et puisque en gros, je bloque une des conséquences sur une voie commune, et j'améliore certains symptômes. Mais certains symptômes ne sont pas améliorés. Par exemple, l'apathie. Et ces malades qui sont très améliorés sous la stimulation, sous l'effet de la stimulation, si on arrête complètement leur traitement dopaminergique, ils deviennent apathiques. Et c'est des gens qui, il y en avait un par exemple, dans ces activités un peu compulsives, il démontait les ordinateurs et il les remontait sans arrêt, avant d'être opéré. Comme quoi il arrivait quand même à avoir certaines motricités, mais c'était pratiquement compulsif. Quand on l'a opéré, il a été très amélioré de son akinésie-rigidité, et à ce moment-là, il n'a cessé de monter et de redémonter ses ordinateurs, mais surtout, il a cessé de faire quoi que ce soit. Alors sa femme lui disait « va acheter le pain », il allait acheter le pain, il revenait, donnait le pain, il s'essayait, et si on voulait le journal en plus, il fallait le redemander, soit après, soit avant. Donc, il y a une apathie qu'on a cru d'ailleurs être au début une complication de la stimulation du noyau sous-thalamique. Mais en fait, on ne connaît pas de parkinsonien qui ne soit pas traité par la dopa.
Si vous prenez un parkinsonien que vous lui enlevez sa dopamine, il est apathique. Donc on se trouvait dans la situation où, du fait de l'amélioration par stimulation de la kinésie rigidité, éventuellement tremblement, on avait arrêté les traitements et on n'en avait plus besoin pour ces 3 symptômes qui étaient bien couverts par STL, mais on n'était pas efficace pour un autre symptôme, et il y en a d'autres comme ça, où la stimulation probablement n'impliquait pas les voies nécessaires. Donc un nœud va traiter plusieurs symptômes et un symptôme dans plusieurs nœuds. Voilà, par exemple, très schématiquement, et ces brins de laine colorés ne sont pas des connexions neuronales, ce sont des liens thématiques, si j'ose dire. Vous voyez que dans le noyau sous-thalamique, on va avoir une efficacité sur le tremblement, sur la bradykinésie et la rigidité, comme le fait le pallidum, et également sur certains aspects obsessifs-compulsifs, alors que, par exemple, un seul symptôme, comme le tremblement, va être positivement influencé, correctement influencé dans VIM, CMPF, STN, GPI, et pas dans les autres. Deuxièmement, les symptômes, finalement, sont aux extrêmes de la normalité, ou bien sont leur expression inappropriée. Là, je deviens prudent, parce que j'ai entendu que, peut-être pas à ce niveau-là, mais à d'autres, je ne veux pas rentrer dans des disputes entre Canguilhem et Claude Bernard, mais il faut reconnaître que la maladie de Parkinson, qui correspond à une hypodopaminergie, on va dire, peut être opposée aux psychoses qui sont très schématiquement, je m'en excuse, représentables par une hyperdopaminergie. Au passage, d'ailleurs, Arvid Carlsson montre toujours une diapositive magnifique où, quand il a découvert les effets de la dopa pour le Parkinson, en quelque sorte, il travaillait sur un modèle de psychose, c'était ça qui l'intéressait, chez le lapin bourré de réserpine, ce qui lui avait vidé tous ses stocks de catécholamine, et le lapin ressemblait à ce qu'on trouve sur les étals des bouchers, avec la tête complètement dehors, et cette apathie, en fait, était considérée comme une psychose, alors que ça n'était en fait qu'une akinésie majeure. Alors, de la même façon, si on traite avec des neuroleptiques antipsychotiques, on déclenche des symptômes qui sont de type parkinsonien. De la même façon qu'avec des agonistes dopaminergiques à forte dose, on déclenche des états psychotiques. Si on considère une classe de symptômes qui ont des zones où c'est des effets secondaires et où là c'est des effets insuffisants, et ça c'est les meilleurs effets, pour une dose de traitement, que ce soit de la simulation ou des comprimés, on va avoir un certain nombre de symptômes qui sont bien traités, puis on a un autre qui va être insuffisamment traité. Si on veut faire mieux, eh bien, on va se retrouver avec des symptômes qui, eux, vont être trop traités et vont être la source d'effets secondaires. Donc, il nous faudrait quelque chose d'un petit peu plus serpentin. Si je pousse plus loin mon audace, je vais dire qu'il y a une pharmacologie du noyau des stimulations, en particulier du noyau sous-thalamique, puisqu'on peut la comparer à des doses de dopamine ou des volts en termes de stimulation. Pour nous, c'est le même combat. Et voici les effets. Et de façon très schématique, on va avoir un continuum qui va passer dans une zone de normalité réduite. Si on est insuffisant, que ce soit avec les médicaments ou que ce soit avec la stimulation, on va avoir la bradykinésie, l'apathie, des situations de doute, des obsessions, des dépressions, de la tristesse. Si au contraire on stimule trop fort ou on donne trop de médicaments, on va avoir des dyskinésies. Vous en avez vu induites par les médicaments pour le premier malade et induites par la stimulation pour le deuxième. On va avoir des états de surconfiance, d'hypomanie, de rire, de gambling, de jeu forcé. Et le jeu forcé, je crois qu'il y a quelqu'un, un médecin qui a été attaqué par un malade parce que justement il jouait dans les casinos. Mais les parkinsonologues savent très bien, ils me l'ont appris, que si vous avez un malade sous dopamine qui va et qui ne peut pas s'empêcher de jouer au casino, il faut simplement, on peut lui enlever sa carte de crédit, il trouvera un moyen de s'endetter, mais par contre, il suffit de lui baisser ses doses et on va voir disparaître cette tendance, de la même façon que nous avons eu des malades qui, étant surdosés au niveau de la stimulation, qui avaient ce comportement de jeu compulsif et qu'on ramenait dans des comportements tout à fait normaux avec une diminution.
Donc il y a un continuum entre des effets hypo, et hyper comportementaux. Alors, en fait, j'ai dit, on est dans une petite tranche de normalité. Mais quelle est la normalité? C'est quoi? Alors, c'est très provocateur. Est-ce qu'on peut définir la normalité comme un certain nombre d'items pour lesquels il y a des variations? Tous, on va être considérés comme normaux, mais on n'a pas tous la même façon de sursauter après un bruit, la dextérité des doigts, la reconnaissance des notes musicales, en particulier pas moi du tout, la facilité de retrouver des mémoires, etc. Donc pour autant, les gens sont considérés comme normaux et ce standard, les standards déviation définissent ces personnalités, ce qui fait que, par exemple, ces trois individus qui sont tous les trois dans les trottoirs, si j'ose dire, dans les clous, sont considérés comme normaux tout en étant chacun différents les uns des autres. Alors qu'est-ce que c'est que la normalité, ou plutôt ab, c'est-à-dire un peu à côté? Eh bien, c'est quand on sort des clous. Et là, c'est pour ça que, un peu en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure et de ce que je vous montre maintenant, j'ai tendance à considérer que dans les maladies neurodégénératives, c'est tout, je ne m'étends pas plus loin, les symptômes fonctionnels sont souvent une expression inappropriée de la normalité. J'en prends pour exemple les TOC, qui ont des compulsions de lavage ou de rangement. Tous on se lave, tous on range. Il y en a qui sont plus désordonnés que d'autres. Il y en a qui sont plus tolérants avec la propreté. Puis il y en a, bon, les chirurgiens, c'est bien, qui se lavent les mains plus que d'autres. Il ne faut pas non plus qu'ils passent toute la journée à se laver les mains pour un seul malade. Ça ne va pas. Donc là, il y a un deuxième niveau qui apparaît dans l'expression inappropriée, en dessus ou en dessous de la normalité. C'est des écarts types de convenance, et notamment de convenance sociale ou différents autres niveaux de limitation qui sont en dehors de la personnalité de l'individu. Qu'est-ce qu'un désordre fonctionnel? Eh bien, c'est quand on a, par rapport à ce malade qui est normal, des excès soit en trop, et on va avoir un syndrome en hyper, soit des excès en dessous, et on va avoir des excès en dessous. J'ai pratiquement fini, Pierre. Peut-on influencer l'humeur? La réponse est oui. Alors au début on disait non, parce que si on dit oui, oh là là, on va dire qu'on manipule l'humeur. Oui, on manipule l'humeur. Et vous ferez ce que vous voudrez de moi après. Je vais vous en montrer un bon exemple. C'est un de mes collègues, ancien élève américain, Kelly Foote, qui m'avait envoyé ça, qui l'a publié d'ailleurs, où il stimule le noyau accumbens. In the States, the accumbens is not a target which is allowed by the FDA, so the classical surgery is to do internal capsule stimulation or lesion, but if you push the electrode down enough, then you get to the accumbens, et on fait comme ça de la stimulation accumbens, comme monsieur faisait de la prose sans le savoir. Donc, si vous stimulez d'un côté le noyau accumbens, on déclenche un sourire. C'est pas une contraction comme ça, parce que, comme on l'envoie dans STN, ou quand on est trop près du faisceau pyramidal, on a une contraction. C'est un sourire. Il y a un petit côté malin et tout, et la malade se sent bien. On arrête, retour à la normale, et on stimule de l'autre côté, idem. Alors, pour ceux qui sourient, je peux vous dire, je suis désolé que ça ne soit que ça, si vous me souriez, vous êtes en train de désinhiber, d'inhiber vos deux noyaux accumbens, donc de libérer ce comportement spontané que vous avez au sourire. Et je trouve que c'est bien de se dire, après tout, que comme ça nous permet de penser que le sourire est un comportement spontané. Alors, le fou rire, on en a parlé tout à l'heure, mais dans des situations tout à fait identiques, les gens de Paris, de l'équipe de Yves Agide, de Béjani, etc., ont montré une autre malade. C'est pas une vidéo, là, elle est avant la stimulation, une parkinsonienne, bien opérée, améliorée. Et quand on commence à stimuler, elle devient soucieuse, le moins, puis là, elle est franchement triste. Elle demande qu'on lui donne un revolver pour mettre fin à ses jours. Et à Paris, ils ont préféré arrêter le stimulateur et rendre à la malade son sourire. Donc, dans deux cibles identiques, ou à peu près identiques, encore qu'on pourrait discuter de savoir est-ce qu'on sait véritablement où nous sommes, c'est le grand problème de la neurochirurgie fonctionnelle. La question, c'est d'où viennent ces comportements qui, en gros, dans la même structure, pour les mêmes indications, donnent des effets totalement différents, mais qui sont des altérations de l'humain. Voilà, pour faire très vite, un malade que connaît bien Luc Mallet. C'est sur l'instigation de Luc Mallet qu'il y a eu
un essai clinique multicentrique en France pour stimuler bilatéralement le noyau sous-thalamique dans les TOC. On fait ça sous anesthésie locale. On observe les mêmes effets, comme pour le Parkinson, pendant l'intervention que pendant en chronique. Le malade avant, vous le voyez, il avait des compulsions de léchage en réponse à un refus de dire des choses qui étaient une phrase: un serpent a fait une crise cardiaque et il est mort, on l'a enterré dans un cercueil, dans un cimetière. Toutes choses qu'il ne pouvait pas avant dire. Et là, après quelques minutes, il raconte ça, il fait même pas très attention, il est même un petit peu euphorique. Et il fait même des calembours du style: ce pauvre serpent, il n'a pas eu de chance parce que Chirac, lui, en a eu, puisqu'il n'est pas mort après son accident vasculaire. Alors, en plus, ces malades, pratiquement tous, savent s'ils sont dans la situation on ou off, donc ils ne sont pas aveugles. Il disait, lui, je suis le seul à ne pas être aveugle dans tout le groupe. Sur la même base, et j'ai très bientôt fini, voilà, à partir de l'expérience d'Hélène Mayberg et de Lozano, l'observation d'une hyperactivité dans le cortex subgénual chez des malades dépressifs chroniques sévères, mais on a également des images pareilles dans des tristesses aiguës induites. Eh bien, sur l'hypothèse qu'on pouvait rafraîchir ou refroidir des points chauds, ils ont mis des électrodes, ça a été publié. Nous avons actuellement une série en cours où on peut effectivement dire que de la même façon, on change les comportements et les humeurs avec des malades dépressifs qui, une fois qu'ils sont stimulés, trouvent que finalement tout est beaucoup mieux et vous arrêtez et les verres pleins deviennent vides et vice-versa, jusqu'aux états de conscience minimale dont vous savez que cette année, on en avait rapporté. Là, je voudrais montrer une image qui vient de l'équipe de Anna Damasio, où ils ont montré très joliment que chez une série de malades qui avaient eu des traumatismes pour l'ensemble de circulation, je crois, Tony, si je ne me trompe pas, avaient des lésions sélectives de l'insula, enfin majoritaire de l'insula droite, et avaient perdu leur addiction à la cigarette jusqu'au point de ne pas pouvoir même fumer sur demande ou recommencer. Est-ce qu'il faut qu'on stimule l'insula pour traiter les addictions? Ça peut se discuter, c'est quand même quelque chose de grave, et ça donne des cancers du poumon, paraît-il, et tout. Donc, on peut se demander jusqu'où on pourrait aller. En fait, mettre une électrode dans l'insula, nous on fait ça, je ne dirais pas toutes les semaines, parce que les épilepsies ne sont pas toujours insulaires, mais chaque fois qu'on a des épilepsies insulaires, on met des électrodes de SEEG pour enregistrer. Donc ce n'est pas un problème technique, c'est tout à fait inoffensif. Et ça ouvre tout le champ de l'éthique que je ne vais pas aborder. Que savons-nous? Nous avons affaire à des réseaux, on ne sait pas recréer des fonctions absentes. Tout ce qu'on sait faire, c'est interférer ou déconnecter des fonctions anormales, des boucles de feedback qui étaient devenues régulées. J'ose dire que la chirurgie est possible car nous avons affaire à des systèmes futiles, c'est-à-dire qui sont utiles mais pas indispensables. Le faisceau pyramidal est indispensable, si vous le coupez, il n'y a pas de problème. Tandis que là, l'évolution produit la sophistication à travers la complexité. La nature ne sait pas refaire le circuit mieux et plus simple, et la complexité induit le risque de dysfonctionnement. Donc on peut sortir de cette situation soit en détruisant, soit en inhibant, et on s'aperçoit à ce moment-là que la suppression de la sophistication maintient la fonction. Alors en conclusion, comment des phénomènes aigus et réversibles, et je dirais qui ne sont pas obtenus avec quelque chose de très astucieux, 130 Hz à 60 microsecondes de largeur d'impulsion, ce n'est pas quelque chose de très intelligent, j'en ai pas une fierté excessive. Eh bien, comment ça, qui donne des changements aigus, peut-il coexister avec des changements profonds, subtils, lents, plastiques, dont on a parlé ce matin? Je crois qu'il est clair pour tout le monde qu'il y a la place pour les uns et pour les autres, et surtout quand on ne la comprend pas, eh bien, la réalité persiste, et même si on ne sait pas comment marche la stimulation de haute fréquence, eh bien, ça marche. Merci.